Tous vos choix ont des conséquences, même les plus nobles et altruistes qui soient. Quand C17 a fait le vœu de restaurer tous les univers lors du tournoi du pouvoir, sans s'en rendre compte, en plus des guerriers avec lesquels il venait de combattre, il venait de provoquer le retour de menaces millénaires qui, vous le verrez, auraient mieux fait de rester dans le néant. C'est le pitch de base de Dragon Ball Kakumei, une histoire alternative qui se passe après le film DBS Broly. Installez-vous confortablement, car on part suivre Goku qui est déjà en plein combat. Les coups portés créent des tremblements de terre, ou devrais-je dire des tremblements d'univers, car Goku a enfin fini son entraînement auprès de Whis. Et quoi de mieux qu'un combat contre Beerus pour tester sa puissance fraîchement acquise. Le dieu de la destruction et le Saiyan s'échangent coup pour coup, pulvérisant tous les astéroïdes se trouvant sur leur chemin. À peine pose-t-il un pied sur une planète que l'énergie qu'il dégage dévaste tout sur leur passage. Cependant, Goku finit par se faire saisir par Beerus, qui le projette contre une planète à la vitesse de la lumière. Sauf que cette planète est habitée et possède sûrement des milliards d'habitants. Et si le combat se poursuit, une race entière risque de disparaître. Mais ça, Beerus, en tant que dieu de la destruction, n'en a rien à foutre. Il balance donc une supernova sur Goku qui risque d'anéantir la planète et ses habitants. Sauf que Goku ne compte pas le laisser faire et fonce sur le soleil ardent pour le stopper. Malheureusement, un petit extraterrestre est resté accroché à lui lors de son envolée. Pour le sauver, Goku n'a d'autre choix que de subir l'attaque de plein fouet. Une gigantesque explosion retentit dans l'univers, stoppant momentanément les tremblements. C'est avec son dos complètement carbonisé que Goku a tanké l'attaque. Il est gravement blessé, mais le petit extraterrestre est en vie. Rassuré, notre héros s'écroule au sol. Il entend alors les paroles et encouragement de ses amis. Il se relève donc sous la forme d'Ultra Instinct. Il redépose le petit extraterrestre sur sa planète et utilise son ki pour former un titanesque dragon d'énergie composé d'astéroïdes. Il l'envoie sur Beerus. Face à cette attaque, le dieu de la destruction se révèle à sa pleine puissance. Pour lutter contre lui, Goku charge alors un Kamehameha divin capable de raser une galaxie. Mais avant qu'il ne puisse lancer son attaque, son corps le lâche et Goku s'effondre flottant dans l'espace. C'est définitivement la fin de ce combat. Je sais pas vous, mais c'est plutôt pas mal pour un début. Pour la première fois, je retrouve une sensation de puissance, chose qui s'était un peu perdue dans DBS. Vous vous dites peut-être que le combat était cool, mais qu'il n'y a pas encore trop de scénario pour le moment. Et bien justement, entrons dans le vif du sujet. Après avoir été soigné de son combat contre Beerus, Goku compte rejoindre sa famille sur Terre et part donc avec Whis. Sauf que, sur le chemin, l'ange sent une étrange énergie. Goku insiste donc pour aller vérifier. Ayant reçu une convocation par le grand prêtre, Whis ne peut l'accompagner. Il lui laisse donc un bouton à utiliser en cas d'extrême urgence. Justement, au palais du grand prêtre, le père de tous les anges a réuni ses enfants pour leur faire part d'une terrible nouvelle. Lors du tournoi du pouvoir, C17 a fait le vœu de restaurer tous les univers, ce qui implique même ceux ayant disparu pendant des millénaires. Dans le lot, l'univers le plus dangereux n'ayant jamais existé a refait surface, l'univers 0. Et les autres anges ne tarderont pas à le découvrir. Une étrange femme vient d'apparaître dans le palais. Elle n'est nulle autre que la mère des anges et révèle que la disparition des univers a été causée par le grand prêtre lui-même qui n'en a jamais averti Zeno. Les dieux de la destruction et anges des univers disparus font alors leur apparition. Et dans le lot, il y a quelqu'un que l'on connaît bien, Freezer. À la réapparition des univers, celui-ci a tué le dieu de la destruction de l'univers 18, car il était assez faible et a donc pris sa place. Freezer demande alors où se trouve Goku. Et c'est là qu'on apprend, par le dieu de la destruction de l'univers 0, que Goku a été piégé et enchaîné dans cet univers. Si les dieux et anges des univers disparus sont ici, c'est pour demander l'abolition de la hiérarchie divine et la neutralité des anges. Et si leur demande est refusée, ils n'hésiteront pas à entamer une guerre divine à l'échelle de tous les univers. Comprenant l'énorme danger que ça représente, le grand prêtre mobilise tous ses pouvoirs pour geler les anges et les dieux dans l'espace-temps. Grâce au pouvoir des 13 Kaioshin, les divinités disparues ont alors été déplacées dans l'univers 0 qui a été gelé à son tour. Mais cela veut aussi dire que Goku a été piégé. Le grand prêtre fait alors une annonce à tous les habitants de tous les univers, les prévenant qu'une guerre divine aura lieu d'ici 2 ans. D'ici là,
tout le monde devra se préparer et choisir un camp le moment venu. Bon, et ben voilà, on a enfin une vraie menace. Et pour une fois, on n'aura pas d'intervention magique de la part de Beerus ou de Whis. Et vous savez pourquoi ? Parce que eux aussi sont dans la merde. Quoi qu'il en soit, passons à la suite de l'histoire qui semble être un arc d'entraînement. Sur Terre, nos héros apprennent alors la terrible nouvelle. Goku a été piégé dans l'univers 0 avant qu'il ne soit gelé. Ils ne pourront donc pas compter sur lui pour cette guerre à venir. La Z-Team prend donc la décision de suivre des entraînements particuliers pour surpasser leurs limites. Goten et Trunks font leur au revoir à leur famille car ils seront entraînés par nul autre que Whis. Quant à Yamcha, Krillin et Tenshinhan, ils rejoindront l'univers 9 pour s'entraîner aux côtés du trio d'Angers. Mais si vous savez, les loups qui étaient déjà présents dans un des premiers tournois de DBS. De son côté, Piccolo reçoit la visite des Namek combattants du tournoi du pouvoir et compte donc s'entraîner avec eux. Vegeta, quant à lui, a décidé de se rendre sur la planète Sadala de l'univers 6 pour rencontrer le roi des Saiyans. Et on peut dire qu'il a fait une entrée remarquée. Là-bas, il y retrouve rapidement Kabé, Kale et Caulifla. Comme à son habitude, Caulifla ne peut calmer son énervement en voyant la pile de soldats que Vegeta a mis KO. Elle l'attaque alors à son tour avant de se faire elle aussi corriger. Après cette rixe, Kabé amène donc Vegeta à la rencontre de son roi, Sadala. Celui-ci explique alors l'histoire de son peuple à Vegeta. Tout comme les Saiyans de l'univers 7, ceux de la planète Sadala étaient des barbares en perpétuel conflit. Le roi, qui n'était encore qu'un officier à l'époque, a vu son précédent souverain mourir de la main de son ennemi juré de par sa clémence. Sadala entra alors dans une quête de vengeance, mais quand il l'eut accomplie, il ne ressentait qu'un vide au fond de lui. Il prit alors conscience de la vacuité de la violence et quand il fut roi, il bannissa la guerre de ses terres. En raison de tout ceci, il refuse d'impliquer son peuple dans la guerre divine à venir. Vegeta, l'air confiant, lui dit alors qu'il a peur de la mort. Vous, comme moi, on s'attend alors à de la grosse baston, mais ça, c'est si on ne prend pas en compte l'évolution de Vegeta au cours de la série. Contre toute attente, Vegeta s'agenouille et lui dit que de toute façon, cette guerre est inévitable. Le pacifisme utopique du roi ne suffira pas à éloigner les Saiyans du conflit. Vegeta propose donc d'entraîner les Saiyans de l'univers 6 pour limiter les pertes au combat durant la guerre à venir. Le roi, silencieux, dégage alors une énorme quantité d'aura, puis accepte la proposition de Vegeta. Il décide donc de faire un discours à tout son peuple pour les préparer à la guerre divine. Ce changement de politique tombe plutôt bien, car Vegeta a prévu d'entraîner un autre Saiyan en même temps que les autres. Je veux parler de Broly. Celui-ci débarque alors sur la planète Sadala en compagnie de Bulma, Jaco, Shilai et Lemo. Bon, je vous propose de laisser les Saiyans un petit moment pour aller suivre l'entraînement des autres membres de la Z-Team. Commençons par Gohan, qui a décidé d'aller s'entraîner auprès des Pride Troopers dont Jiren fait partie. Seulement, petit problème, il arrive durant un moment délicat. Vermoud et Toppo sont en pleine passation des pouvoirs de destruction. Le truc, c'est qu'en faisant le rituel de la passation, Vermoud perd l'immortalité qui lui était conférée en tant que divinité. Toppo devient donc le nouveau dieu de la destruction de l'univers 11. Mais Vermoud se trouve actuellement entre la vie et la mort. Cependant, si Gohan veut rejoindre les Pride Troopers, il devra d'abord passer un test. Du côté de Goten et Trunks, leur entraînement avec Whis va commencer. Bien évidemment, ils ont interdiction de fusionner et l'entraînement aura pour but de développer leur potentiel individuel. Pour ce faire, Whis sort un objet avec une boule en son centre. L'objectif est de l'exploser, mais pour ce faire, il faudra taper à chaque extrémité de celui-ci avec une puissance identique. Autrement dit, cela demande une synchronisation parfaite entre Goten et Trunks. Et ce n'est que la première étape avant de commencer le véritable entraînement. Dans l'univers 9, Krillin, Tenshinhan et Yamcha ont prouvé leur valeur contre Bergamo grâce à leur coordination dans leur combat. Les loups combattants acceptent donc de les prendre sous leurs pattes pour les entraîner. Au même moment sur Terre, le scientifique Paparoni de l'univers 3 a retrouvé la trace de C-17 et a voyagé jusqu'à lui grâce à sa machine de téléportation. Si Paparoni est là, c'est pour faire équipe avec C-17 pour se préparer au conflit céleste. C-17 refuse dans un premier temps, mais au vu de la situation, ayant femme et enfants à protéger, l'androïde se ravise rapidement et accepte la proposition de Paparoni. De retour sur l'univers 6, Hit est pris en filature par un ancien membre de son équipe du tournoi du pouvoir.
Frost. La raison à cela est que le démon du froid souhaite lui aussi devenir un assassin, dans le but de se venger. Seulement, il est vite pris à son propre jeu par Hit. Frost souhaite absolument apprendre des techniques d'assassinat de la part du maître en la matière, mais Hit refuse catégoriquement. Têtu comme il est, Frost le suit alors de force partout dans ses missions. Après plusieurs semaines à suivre Hit, Frost a développé lui aussi un panel de compétences et n'hésite pas à voler les cibles de son mentor. Hit, en ayant marre que le démon du froid lui sabote ses contrats, il lui ordonne de le laisser tranquille. Seulement, Frost n'acceptera qu'à une condition, que Hit le batte lors d'un combat. Les deux assassins se préparent car chaque coup peut être décisif. Hit entame le combat en frappant Frost directement au cœur. Celui-ci résiste de peu au choc et contre-attaque immédiatement. Sauf que Hit se démultiplie et d'un coup net, tranche la jambe de Frost qui tombe inconscient. Comme lors du tournoi du pouvoir, l'arrogance de Frost lui a coûté cher et son état reste incertain. Pendant ce temps, sur la planète Sadala, Vegeta prend les directives pour mener les sessions d'entraînement avec les Saiyans. Seulement son autorité est loin de faire l'unanimité et il rentre donc en conflit avec les amiraux de l'armée royale. Voulant mater la révolte, Vegeta se transforme en SSJ Blue, ce qui dégage une énorme pression faisant fuir les soldats. Seulement ça ne stoppe pas les trois amiraux qui l'attaquent, mais finissent sans surprise propulsés sur les rochers. N'ayant pour autant pas abandonné l'idée de se battre, ils se transforment donc tous en Super Saiyan. Mais c'est là que le roi Salada intervient pour stopper le combat. Sauf que celui-ci éprouve du dégoût pour eux. La raison à cela, me direz-vous. Le Super Saiyan est considéré comme une forme démoniaque par le roi et elle est interdite sur ses terres. Il annonce alors que la prochaine fois que cette forme sera utilisée sur sa planète, il en bannira les utilisateurs. Malgré l'altercation, Vegeta a pu continuer d'entraîner les Saiyans, du moins ceux qu'il en reste. Un mois s'est passé depuis tous ces événements et seulement un petit groupe de Saiyans sont restés sous les ordres de Vegeta. Mais ce n'est qu'une fois la nuit tombée et à l'abri des regards que le véritable entraînement commence. Le petit groupe de Saiyans composé de Vegeta, Broly, Kale, Caulifla et KB déploie enfin toute leur puissance en se transformant. Après une nuit complète de combat, Vegeta est impressionné par le niveau de puissance qu'a atteint Broly et remarque les progrès de tout le groupe. À sa grande surprise, les soldats qui mènent se sont eux aussi entraînés toute la nuit et les rumeurs d'un entraînement à la dure ont amené plein de nouveaux Saiyans qui souhaitent eux aussi survivre à cette guerre divine. Vegeta pense alors que tout n'est pas perdu et qu'il y a encore espoir de gagner cette guerre. D'ailleurs, pendant ce temps sur Sadala, Bulma s'est faite une amie qui se nomme Rapini. On apprend alors que celle-ci a un fils de l'âge de Trunks qui s'appelle Pepino, qui est à la fois Miss Saiyan et Mitsuful. Car oui, contrairement à GT, les deux peuples vivent en harmonie sur la planète Sadala. Les Tsuful étant connus pour leur savoir technologique, Bulma est à présent grandement intéressée par leur création et réussit à avoir le droit de visiter les laboratoires grâce à son ami. Du côté de la Terre, la machine à voyager entre les univers de Paparoni a fini de se recharger. C17 et C18 sont prêts pour entamer leur voyage. Bah oui, parce que tant qu'à faire, autant prendre les deux androïdes. Seulement, Satan fait son apparition avec Boo. Avec sa grâce et sa délicatesse naturelle, le Majin secoue la machine de Paparoni pour ensuite l'avaler. Celle-ci se déclenche donc malencontreusement, téléportant Boo seul et laissant les cyborgs sur le carreau. Vous vous demandez sûrement où a atterri Boo. Eh bien, voici la réponse. Le royaume des démons. Mais avant de s'aventurer dans cet endroit maléfique, allons voir ce qu'il se passe du côté des autres membres de la Z-Team. Après plus d'un mois à effectuer des missions chez les Pride Troopers, Gohan a prouvé sa valeur et rejoint finalement leur rang. Lors de son banquet de bienvenue, Vermouth fait son retour. Il est certes affaibli, mais toujours en vie. Sur la planète Crêpe, durant leur entraînement avec Whis, Goten et Trunks ont trouvé l'élément qui les empêche de réussir leur première épreuve. Gotenks. Avec la fusion, les deux petits Saiyans n'ont jamais réellement eu besoin de se coordonner pour un combat. Et c'est ce qui en fait leur plus gros défaut. En ayant compris cela, ils arrivent finalement à se coordonner parfaitement et à éclater la boule. Cependant, ce n'était que la première étape de leur entraînement. Whis passe donc à la seconde et leur demande à présent de déverrouiller leur potentiel divin. Pour ce faire, ils devront assimiler une sphère de ki divin en eux. Trop confiants, les deux Saiyans foncent alors dessus, avant que Whis ne leur révèle qu'à part Goku et Vegeta, aucun mortel n'a survécu à cette épreuve. En effet, la douleur ressentie est telle qu'elle cloue Goten et Trunks sur le sol. S'ils veulent réussir cette épreuve,
les deux Saiyans devront plus que jamais dépasser leurs limites physiques et mentales. De retour sur la planète Sadala, ce qui devait arriver arriva. Le roi finit par surprendre Vegeta et les autres en Super Saiyan durant leur entraînement. Comme il les avait déjà mis en garde un mois avant, il déclare le bannissement de Vegeta et les autres Saiyans de ces terres. Vegeta s'oppose donc à sa décision, mais avant qu'une réelle discussion commence, le roi entame le combat en décochant un puissant coup à la mâchoire de Vegeta. Vegeta contre-attaque donc et les deux Saiyans s'échangent alors coup pour coup. Le combat devient tellement intense et prend une telle ampleur que le roi lui-même s'apprête à se transformer. Seulement, il préfère canaliser sa colère plutôt que de continuer le combat. On en apprend alors plus sur le passé du roi et son intransigeance sur les transformations. Si le roi déteste autant le Super Saiyan, c'est car cette transformation s'est emparée de lui lors de la mort de son prédécesseur. La colère ressentie a provoqué une explosion due à sa transformation, ce qui a eu pour effet de blesser bon nombre de Saiyans autour, dont des enfants. Depuis ce jour, il voit le Super Saiyan comme l'expression du mal, mais c'est là que Vegeta intervient. De par son passé tumultueux, le prince des Saiyans lui fait comprendre que les transformations ne sont que des outils. C'est ce que lui a montré un guerrier plus fort que lui, qui s'est à chaque fois transformé et surpassé pour protéger les siens. Bien évidemment, Vegeta fait référence à Goku. Il dit donc au roi à présent que c'est à lui d'aller de l'avant et de s'acquitter de son fardeau. Le roi saisit donc la main tendue de Vegeta, comprenant que rien ne comptait plus que la vie de son peuple. Justement, face à la guerre à venir, Beerus retourne sur sa planète d'origine pour se préparer. Contre toute attente, il tombe sur son frère Champa, qui était déjà sur les lieux depuis un mois. Ensemble, ils se recueillent donc sur la mystérieuse tombe de leur défunt père. Seulement, au-delà de l'univers, dans une galaxie lointaine, une menace provenant de l'univers 14 se réveille. On dirait bien que les puissants guerriers effacés de l'existence par le grand prêtre comptent débuter cette guerre plus tôt que prévu. Si la vidéo vous a plu et que vous souhaitez une partie 2, dites-le moi dans les commentaires. Et si vous êtes un peu trop pressé de découvrir la suite, je mets le lien pour aller lire Kakumei dans la description. Allez soutenir les auteurs, ils font du super taf. Perso, j'ai carrément acheté les tomes et c'est super quali. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.